Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La situation des droits humains au Bénin a fait l'objet d'un panel de discussion ce samedi à l'université d'Abomey-Calavi. Les réflexions ont été menées par de jeunes défenseurs des droits de l'homme. Double scrutin présidentiel et législatif au Niger ce dimanche. Le futur président aura un grand défi, faire face aux attaques djihadistes. Et puis, élection également ce dimanche en Centrafrique, un scrutin perturbé en dehors de la capitale à Bouar, deuxième ville du pays. Les habitants n'ont pas pu voter. Bienvenue à toutes et à tous. La situation des droits de l'homme au Bénin était au cœur d'un panel de discussion ce samedi à l'université d'Abomey-Calavi. Des jeunes défenseurs des droits de l'homme ont mené des réflexions sur la question. Laurent Toninkes et Fiak Voitan. La situation des droits humains préoccupe le Centre de formation en mécanisme de droits humains. À cet effet, un panel de discussion a été organisé ce samedi 26 décembre 2020 à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agissait essentiellement de faire le point de la situation des droits humains au Bénin et avoir le regard des jeunes défenseurs. Le but visé par ce panel-là, c'était de faire la discussion sur la situation des droits humains au Bénin, recenser les avancées et voir les reculs. Mais au travers des discussions, au travers du panel, parce que le panel a eu deux phases. Nous avons eu la discussion des panélistes qui ont eu à exposer au travers des modérateurs qui leur posaient des questions. Et aussi, l'autre aspect de ce panel-là, c'est de permettre aux participants de pouvoir poser des questions, de pouvoir soumettre leurs inquiétudes. Donc après ce panel-là, nous sommes satisfaits. Le centre est satisfait de l'organisation de ce panel-là parce que les participants ont pu répondre, les participants ont pu poser des questions pour pouvoir comprendre. Les trois panélistes, Miguel Hueto, Angelo Adelakun et Glory Syriac Hossou, ont donc abordé la question des droits humains à tous les niveaux au Bénin face à la vingtaine de participants constitués d'étudiants et d'autres jeunes défenseurs des droits humains au Bénin. Miguel Hueto, au nom des panélistes, revient sur les sujets abordés. Nous avons salué évidemment les efforts qui sont faits. Nous avons salué les démarches, l'engagement de plus en plus observable au niveau de la jeunesse, mais nous avons déploré les reculs graves que le Bénin connaît sur la question ou sur le chantier du respect des droits de l'homme. En témoignent justement les arrestations et l'enfermement qu'on a pu connaître de certains journalistes, je veux nommer Ignace Ossou et autres. Nous avons noté donc qu'il y a des efforts, mais qu'il y a un net recul sur plusieurs points. Et nous avons appelé justement les gouvernants à prendre conscience du fait qu'ils sont là parce que nous avons voulu qu'ils soient là. Ils sont là parce que nous les avons embauchés, parce que nous leur avons donné du travail et nous les rémunérons. Et qu'en conséquence, ils et elles doivent pouvoir tout donner pour que les droits humains se portent mieux. Était également abordée la situation des personnes vivant avec un handicap au Bénin, notamment les enfants autistes qui n'ont pas d'école spécialisée à ce jour dans notre pays. Ce panel de discussion est organisé dans le cadre du 2e anniversaire du Centre de formation en mécanisme de droits humains. D'autres séances sont prévues pour l'année 2021. Environnement à présent, les océans écosystèmes dynamiques contribuent à l'équipe globale de la planète. Ces milieux aquatiques de grande importance offrent plusieurs services à l'homme et à la nature grâce à ces fonctions. Quelles sont alors ces fonctions écologiques et aussi les pressions sur ces ressources naturelles? Corneille Aïssé nous en parle dans ce reportage. Nous sommes sur la plage de Fijrosé à Cotonou. La façade maritime qui donne une grande vue sur l'océan Atlantique. Cette vaste étendue d'eau qui communique avec d'autres milieux marins forme l'écosystème océanique et occupe plus de 70% de la surface du globe. Les océans en milieu dynamique jouent un rôle important pour l'homme et la nature. C'est avec l'océan que nous arrivons à bien respirer même sur Terre, parce que l'océan emmagasine une grande quantité de carbone qui est dégagé. Donc, avec cette quantité de carbone,
l'océan arrive à alléger l'atmosphère de ce gaz à effet de serre qui creuse la couche d'ozone. L'océan est un gisement thermique qui emmagasine beaucoup la chaleur. Et cette chaleur qui est sur la Terre, que l'océan emmagasine, ça joue un rôle, parce que ça fait un cycle au fait. Quand ça emmagasine, après ça s'échappe pour aller dans l'atmosphère, l'eau, et puis la pluie tombe. Donc si nous n'avons pas les océans, aujourd'hui, la vie sur Terre serait très très difficile. En dehors de ces fonctions relatives à la détermination du climat et de la température, les océans offrent plusieurs services à l'homme grâce à une richesse en biodiversité. Selon le Dr Zachary Sow, directeur de l'Institut des recherches halieutiques et océanographiques du Bénin, 95% des ressources d'origine animale qui donnent de la protéine à l'homme proviennent des océans. Malgré ces nombreux services écosystémiques, les océans sont exposés à d'énormes pressions anthropiques et naturelles. On peut citer entre autres la pollution, la mauvaise exploitation des ressources marines, l'occupation anarchique des plages et le réchauffement climatique. Tous les citoyens, où que nous sommes, faisons toujours attention aux déchets que nous jetons, où que nous sommes, même au nord. Faisons attention aux déchets parce que tout se retrouve dans la mer. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la majorité de ceux qui ramassent les ordures, c'est dans les bas-fonds qu'ils vont jeter. Et tout se retrouve dans la mer. L'équilibre est menacé parce que aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'observe, par exemple, le phénomène de upwelling, c'est-à-dire la remontée d'eau froide. Cette remontée d'eau froide, sur nos côtes, sur les côtes béninoises, ça tourne autour de 24 degrés. Avant, c'était autour de 22, 23, mais maintenant c'est autour de 24 degrés. Donc ça veut dire qu'on sent déjà un réchauffement. Et ce réchauffement peut affecter les ressources parce qu'il y a des ressources qui ne peuvent pas vivre, par exemple, en deçà, et qui sont des ressources qui vivent chez nous. Si, à terme, si cette température augmente, là, il y a des ressources qui vont disparaître. Nous avons alors plusieurs raisons pour protéger les océans pour une vue durable sur Terre, car les océans nous offrent de beaux paysages à travers les plages, protégeant alors ces ressources naturelles pour le bien de l'homme et de la nature. Les compétitions de génie en herbe et d'écriture organisées dans le cadre du Festival de la culture et des arts au profit des apprenants du département du Mono ont connu leur épilogue en fin de semaine écoulée à la maison du peuple de Lokossa. Jonas Bouti. Ce G. Adrien Degbé-Dessin contre le lycée de jeunes filles de Lokossa, telle est l'affiche finale de la compétition de génie en herbe organisée par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Mono-Koufou à l'intention des apprenants du département. Une initiative qui rentre en ligne de compte de la promotion de la culture telle que voulue par le président Patrice Talon. La culture est devenue depuis l'avènement de la rupture et du nouveau départ un pilier fondamental pour le développement de notre pays. C'est pourquoi, depuis 5 ans, une attention particulière lui est accordée. Roch Nyasunu Akpa, directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts du Mono-Koufou, a, avec la collaboration des professeurs de français, voulu faire de ces congés de fin d'année des moments d'éducation culturelle dans la distraction afin de mouler ses apprenants dans la culture de leur terroir. Au niveau du département du Mono, nous avons inscrit au PTA 2020 l'organisation du Festival des Arts décliné en 2 volets. L'organisation du concours d'écriture et l'organisation du concours de génie en herbe. C'est le lieu de témoigner notre gratitude à l'égard des autorités communales, l'association des professeurs de français également, qui nous ont accompagnés sans ménager aucun effort. Les différentes activités de ce festival ont été assez instructives et les apprenants en remercient les organisateurs. Je les remercie énormément parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Comment est-ce que j'aurais pu savoir que Jimo Ouzo avait traîné dans la rue? Mais grâce au génie en herbe, j'ai pu savoir ça. C'est non seulement pour la culture, mais ça aide également aux classes. Même si on est scientifique, on a besoin du français pour pouvoir évoluer.
Les filles du lycée de jeunes filles de Lokossa ont remporté la coupe de génie en herbe face aux garçons du CEG Adrien Degbé de Sey. Nous ne sommes pas déçus, on ne s'attendait pas à ça et on s'est préparé pour quand même valoriser notre collège. Là aussi, arriver à la deuxième place, c'est déjà bien. Peut-être les prochaines fois, nous pourrons gagner. Je suis d'abord très fière de mes coéquipières et de moi-même. Parce qu'on a vraiment abattu un grand travail. On n'était pas trop spécialistes dans les questions Bénin, mais dès la phase de sélection qu'on a appris que c'était le Bénin, on a tout fait et vraiment, je les remercie beaucoup. La phase finale de ce festival a dévoilé les lauréats du concours d'écriture qui ont également reçu leur prix. L'actualité sur le continent, jour de vote ce dimanche au Niger, élection inédite puisqu'il s'agit de la première transition démocratique entre deux présidents élus. Après 2 mandats, Mahamadou Issoufou ne se représente pas. Son bras droit apparaît comme le grand favori du scrutin. Le futur président aura un grand défi, fait face aux attaques djihadistes. Dans les bureaux de vote de Niamey, les électeurs masqués se sont succédés toute la journée dans le calme. Pour cette élection présidentielle, couplée aux législatives, ils étaient plus de 7 millions d'électeurs appelés à se rendre aux urnes. En lice, 30 candidats dont un grand favori, Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et bras droit du président sortant. Candidat du parti au pouvoir, il a appelé ses militants à voter en masse pour lui. C'est pour la première fois, depuis que je participe à des élections, que dans les coins les plus reculés, comme ma circonscription de Tasker et ailleurs, les bureaux de vote aient pu être mis en place la veille, plutôt qu'aujourd'hui même. Mes militants, je leur demanderai de sortir nombreux, comme ils l'ont fait les 13, encore plus nombreux, pour assurer notre victoire. En cas de victoire, Mohamed Bazoum succéderait à Mahamadou Issoufou qui a décidé de respecter la Constitution et de ne pas se représenter après ses 2 mandats. Cette élection présidentielle se déroule dans un pays où les coups d'État ont été nombreux depuis son indépendance en 1960. Dans ce contexte, les Nigériens attendent beaucoup de leur futur président. Maintenant, on aimerait quand même avoir plus de, d'entrain et de paix, de stabilité surtout. Et que les Nigériens se mettent au travail. Nous prions Dieu pour qu'il nous choisisse le président qui a le plus pitié pour le peuple. Un président qui ne va pas trahir le pays et qui ne trahira pas la confiance du peuple. C'est notre souhait. Que Dieu puisse aider à faire le bonheur des pauvres, des paysans, des éleveurs. Durant sa campagne, Mohamed Bazoum a notamment promis de développer la sécurité et l'éducation. Mais pour le prochain président nigérien, il s'agira surtout de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes. Ce mois-ci, 2 attaques ont coûté la vie à des dizaines de Nigériens dans l'ouest et dans l'est du pays où sévit notamment Boko Haram. Les premières estimations des élections nigériennes sont attendues ce lundi. Les résultats définitifs pourraient quant à eux être connus mercredi ou jeudi prochain. Et puis en Centrafrique, le premier tour des élections présidentielles et législatives a pu se tenir ce dimanche dans le calme à Bangui, et ce malgré les violences redoutées des groupes armés. Le scrutin a été toutefois perturbé en dehors de la capitale, à Bouar, 2e ville du pays. Les habitants n'ont pas pu voter. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus. Le scrutin de tous les dangers s'est finalement tenu dans le pays, alors qu'une dizaine de villes n'ont pas pu organiser le vote. Les rebelles de la coalition patriotique pour le changement, la CPC, qui ont attaqué ces villes, veulent en effet faire échouer la volonté du gouvernement centrafricain de maintenir le scrutin. On peut d'ores et déjà noter une grande mobilisation, malgré la psychose dans la ville de Bangui, mais aussi dans plusieurs villes, dont Bombari, en proie aux violences armées. Dans d'autres villes du pays, les groupes armés se sont clairement opposés au scrutin et ont brûlé, comme dans la ville minière de Carnot, des urnes à la fin du scrutin. Malgré tout, le président sortant Faustin Archange Touadéra a appelé les Centrafricains à remplir leurs devoirs citoyens et à voter massivement. L'appel a par exemple été suivi dans des quartiers tendus comme le PK5 à Bangui, où plusieurs groupes d'autodéfense sont encore opérationnels et où nous nous sommes rendus en journée. La mobilisation y a été particulièrement importante. Les observateurs électoraux, internationaux mais aussi nationaux, ont par ailleurs noté que le scrutin s'est
s'est tenu dans des situations déjà imaginées, mais dans un calme relatif à Bangui. L'ancien président François Bozizé a pourtant appelé dans un message audio diffusé sur les réseaux sociaux à un boycott du scrutin. Comme la France, la plupart des pays européens ont lancé leur campagne de vaccination ce week-end. Bruxelles a mis en place une campagne coordonnée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qualifie le début de cette campagne de moment touchant d'unité. Les précisions dans ce reportage. Une Europe, pour une fois unie et coordonnée. Quelques jours après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments au vaccin Pfizer-BioNTech, c'est une grande partie des États membres qui ont entamé simultanément leur campagne de vaccination ce week-end. En Italie, pays le plus touché d'Europe avec 71 000 décès, la première dose du vaccin a été injectée peu avant 8 heures sur une infirmière, Claudia Livernini. Il a été douloureux d'assister aux défaites que ce virus a causées, mais aujourd'hui, on est conscient que c'est un jour important et décisif. La science et la médecine sont les seuls moyens, avec le sens civique de chacun, qui nous permettront de sortir gagnants de cette dure bataille. Je le dis du fond du cœur, vaccinons-nous. Une heure plus tard, c'est une femme de 96 ans qui était la première personne vaccinée d'Espagne dans une maison de retraite du centre du pays. L'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie avaient déjà ouvert la voie la veille, en commençant leur campagne de vaccination avec un jour d'avance sur le lancement officiel européen. Certains dirigeants ont même donné l'exemple ce dimanche. Le ministre de la Santé bulgare a reçu la première dose dans son pays. En Grèce, c'est le Premier ministre qui s'est vu inoculer le vaccin. Aujourd'hui est un grand jour pour la science, mais aussi pour l'Union européenne, qui a réussi à fournir le vaccin le même jour à tous les pays européens, appliquant ainsi le message de solidarité européenne. Un message de solidarité et d'union. Les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech avaient été livrées simultanément samedi à l'ensemble des États de l'Union européenne. Les pays membres ont négocié ensemble les approvisionnements auprès des fournisseurs avec une répartition en fonction de la population. L'ensemble des États européens ont aussi posé des options afin de disposer de suffisamment de vaccins pour vacciner la totalité de leur population en 2021. Cette campagne européenne coordonnée a été saluée par de nombreux dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, et bien sûr par ses représentants. Nous sommes bien préparés. Nous avons élaboré une stratégie européenne commune de vaccination. Cela montre une fois de plus qu'il est préférable d'apprendre à 27 ensemble plutôt que de faire cavalier seul. Une unité qui n'a pas toujours été au rendez-vous. L'accord autour du plan de relance européen avait mis plusieurs semaines avant de voir le jour. Dans un premier temps, en Europe comme ailleurs, les différentes campagnes de vaccination porteront sur de faibles effectifs de personnes âgées et fragiles. Le nombre de lots disponibles dans le monde reste pour le moment réduit. Israël est en reconfinement depuis ce dimanche. De nouvelles mesures ont été mises en place pour ralentir la progression du virus. Un reconfinement qui intervient en pleine campagne de vaccination. Un reconfinement difficile à digérer. Depuis ce dimanche, Israël a débuté un troisième confinement pour 2 semaines minimum, avec de nouvelles restrictions à la clé. Parmi elles, l'interdiction de se déplacer à plus d'1 kilomètre de son domicile, la fermeture des frontières aux ressortissants étrangers ou encore l'obligation pour la plupart des commerces de garder porte close. Coup de tonnerre donc pour les commerçants israéliens qui commençaient tout juste à sortir la tête de l'eau. J'ai une famille à nourrir. Comment est-ce que je peux le faire s'ils mettent constamment en place des confinements? Comment est-ce que je vais gagner ma vie? Le cœur est brisé, mon cœur est brisé. Le gouvernement nous maltraite. Il y a du bon et du mauvais dans tout cela. C'est une bonne chose car il faut contenir la pandémie. Il est impossible de laisser les gens tomber malades et certainement pas de les laisser mourir. Par ailleurs, les entreprises et les personnes sont en train de s'effondrer. Ils n'ont plus d'argent pour vivre. Il sera très difficile de s'en remettre. Un reconfinement mis en place en pleine campagne de vaccination.
Ce samedi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté le calendrier de vaccination qui doit débuter cette semaine. Le chef du gouvernement israélien s'est ainsi donné 1 mois pour vacciner près d'un quart de la population d'Israël. Selon lui, cette opération est sans précédent dans le monde. Au cours du week-end, j'ai dit aux dirigeants des compagnies qui nous fournissent les vaccins que notre but était de vacciner 150 000 personnes par jour à partir du début de la semaine prochaine. Ce serait un record mondial. Dès que ce sera réalisé, nous pourrons, au bout de 30 jours, sortir du coronavirus et rouvrir l'économie. Déjà fragilisé politiquement avec la dissolution du Parlement la semaine dernière, Israël accuse le coup face au virus. Ces derniers jours, le pays recensait plus de 3000 nouveaux cas de contamination quotidiens. Sur ce sujet, le gouvernement a été clair. Le confinement pourrait être prolongé d'1 mois si ces chiffres ne repassent pas sous la barre des 1000 cas journaliers. Après des jours de résistance, Donald Trump a finalement ratifié ce dimanche le plan de relance économique pour les États-Unis. Il comporte de nombreuses mesures pour la population comme des prêts garantis aux entreprises et l'interdiction des expulsions de personnes qui ne peuvent pas payer le loyer ou la levée de fonds pour distribuer les vaccins contre la COVID-19. Face à la pression des parlementaires, Donald Trump ratifie finalement le plan de relance. Jusqu'au bout, il aura menacé d'opposer son veto à ce plan d'aide qui prévoit 900 milliards de dollars, destiné à aider des millions d'Américains durement impactés par la crise du Covid-19. Après des mois de pandémie, l'économie américaine est en souffrance. Le locataire de la Maison-Blanche énumère les différents secteurs qui ont besoin d'aide. Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations chômage, arrêter les expulsions locatives, apporter de l'assistance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires au programme de prêts aux entreprises, permettre aux employés de l'aérien de retourner au travail et donner des fonds substantiels en plus pour la distribution des vaccins. Après de longs mois de négociations, ce plan du Congrès est le résultat d'un accord entre démocrates et républicains. Donald Trump souhaitait jusque-là le modifier en triplant le montant du chèque prévu par Américain, le faisant passer de 600 à 1800 $. Un souhait qui n'a pas pu se concrétiser. En conséquence, les allocations chômage, dans un premier temps suspendues pour 12 millions d'Américains précaires, vont pouvoir être versées. Du côté de Washington, la satisfaction est quasi unanime. Je salue la décision du président de faire passer des milliards de dollars de secours cruciaux contre le Covid-19 entre les mains des familles américaines. Je suis heureux que le peuple américain reçoive cette aide indispensable alors que notre nation continue de lutter contre cette pandémie. Parallèlement, Donald Trump a signé la loi de financement de l'État fédéral, ce qui devrait permettre aux services publics de rester ouverts. Et comme le veut la tradition, Donald Trump a usé de son droit. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.